Ensuite, on a d'autres éléments qu'on va voir, ce sont les attributs globaux. En fait, il y a une liste d'attributs qui existent, qui sont des attributs globaux. Ces attributs, en fait, sont utilisables sur toutes les balises qui existent en HTML. Tous ces attributs sont utilisables sur n'importe quelle balise. Après, on a d'autres attributs qui sont plus spécifiques qui ne peuvent être utilisés que sur certaines balises. Par exemple, le href est spécifique au A. Il y a 2-3 autres balises qui l'utilisent, mais pas toutes. Le src, pareil, c'est spécifique à certaines balises. Mais là, on a une liste de balises. Alors, cette liste, elle comporte 14 éléments. Alors, je vais les faire un par un. Et le premier, c'est le access key. Cet attribut il permet de définir en fait un raccourci clavier, c'est-à-dire qu'on peut préciser un raccourci clavier à l'intérieur de cet attribut, et quand on va utiliser ce raccourci clavier, bah, ça va nous positionner sur cette balise. Alors selon le type de balise, si c'est un champ de formulaire, ça va nous mettre directement en focus dessus, si c'est un autre élément, ça va peut-être cliquer dessus si c'est un bouton ou ce genre de choses. Ensuite, on a l'attribut classe. Ça permet en fait de définir ce qu'on appelle des classes. C'est simplement des mots qu'on sépare par des espaces. On peut par exemple définir la classe image et la classe affichage image. Voilà, ce sont deux classes différentes. Ça va servir par la suite pour pouvoir faire du CSS et du coup appliquer des styles particuliers à certaines classes de balises. On a ensuite l'attribut content editable. Celui-ci, par défaut, il est à false et on peut le mettre à true. Et ce content editable, ça va faire qu'en fait, l'utilisateur peut modifier le contenu qui se trouve à l'intérieur de la balise. Je vais vous le montrer en direct, celui-là. Hop. Par exemple, je fais un content editable true. Ici, c'est la page 2 dans le div. Si je vais sur ma page, ici, je peux cliquer et modifier le contenu. Alors, à utiliser avec parcimonie, hein, c'est vraiment dans des cas particuliers que ça peut servir, mais il faut savoir que ça existe. On a ensuite les attributs data. Alors ils s'écrivent avec data-quelque chose. On peut mettre ce qu'on veut derrière le tiret en fait. Ça permet de créer des attributs personnalisés pour nos balises. Et ces attributs vont servir principalement par la suite quand on va faire du JavaScript. Ça permet de récupérer des données associées à des balises par rapport à des attributs personnalisés qu'on a créés pour le fonctionnement de notre application. On a ensuite un attribut qui s'appelle dir. Celui-ci, il permet d'affecter la direction de la page. En fait, il y a deux possibilités. On peut mettre L to R, qui signifie left to right, et qui va faire que le texte s'affiche de la gauche vers la droite, comme principalement dans les pays occidentaux. Ou on peut mettre aussi R to L pour right to left, pour afficher le texte de la droite vers la gauche, comme on peut retrouver dans certains pays que je ne citerai pas parce que je ne les ai pas en tête. Mais voilà, les deux sont possibles. On peut aussi mettre auto, et à ce moment-là, en fait, le navigateur va essayer de décider si selon lui, ce texte-là doit être affiché plutôt de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. On a ensuite draggable, qui signifie déplaçable. Ça va faire que l'élément en lui-même est déplaçable. Alors ça nécessite ensuite d'utiliser une API JavaScript qui est le drag and drop pour pouvoir dire où est-ce que l'élément est déplaçable. L'attribut tout seul ne suffit pas. Mais c'est un attribut qui est utilisé et qui est connu en HTML pour pouvoir faire ce genre de choses. On a ensuite un attribut hidden. Alors attention, celui-là, il prend pas de valeur, on met juste hidden. Faut faire très attention parce que le hidden masque l'élément, mais c'est pas un attribut qui est fait pour masquer des éléments. C'est un attribut qui est fait pour noter des éléments qui ne sont pas encore prêts à être affichés pour l'utilisateur, ou alors des éléments qui sont dépassés et qui ne devraient plus être présents dans l'application. C'est vraiment, il y a une notion sémantique, on verra un peu plus tard la sémantique, mais il y a une notion sémantique très forte par rapport au hidden, et on ne doit pas s'en servir pour masquer des éléments qui apparaîtront plus tard pour l'utilisateur selon des actions. C'est pas du tout fait pour ça. On a ensuite l'attribut ID. Il permet de définir un identifiant unique pour l'élément. Comme les classes, on peut écrire ce qu'on veut. Alors là, par contre, on ne met pas d'espace, on a un seul ID. Et la particularité, c'est qu'un ID ne doit être présent qu'une seule fois dans une page. On ne doit pas retrouver plusieurs fois le même ID dans une même page. Et ça permet donc d'identifier un élément de façon unique. Ça pourra servir aussi bien pour le CSS que pour le JavaScript. On a ensuite un attribut langue qui permet de définir la langue du texte qui est contenu à l'intérieur.
On utilise les langues ISO, donc par exemple pour le français, on va mettre FR. On a ensuite le spell check. C'est pour activer le correcteur automatique du navigateur dans certains éléments. Par exemple, si je remets mon content editable à true, et en plus je précise spell check, je crois qu'il faut préciser true aussi. Et que je vais sur ma page, ici, quand je vais aller modifier le texte, normalement, il me le surligne en me disant attention, il y a une erreur, et je peux faire clic droit pour corriger l'erreur. Ensuite, on a l'attribut style qui permet de définir directement du style CSS. Il faut éviter d'utiliser cet attribut. Normalement, on devrait ne plus l'utiliser, mais on le garde quand même parce qu'il y a certains frameworks qui s'en servent beaucoup. Mais en HTML basique, on ne devrait pas s'en servir. L'éviter au maximum. On a le tab index. Ça permet de définir l'ordre dans lequel on va parcourir les balises avec la touche tabulation du clavier. C'est très utilisé pour tout ce qui est accessibilité, dont on parlera plus tard aussi. Et donc on définit 1, 2, 3, et du coup quand on va faire tabulation, on va passer dans l'ordre dans lequel ils sont définis. On a le title qui permet de définir un titre pour l'élément, tout simplement. Ça permet d'ajouter de l'information pour le navigateur et pour les moteurs de référencement sur les éléments qui se trouvent à cet endroit-là. Et le dernier, c'est le translate. Alors le translate, on précise no ou yes et rien d'autre. C'est pas une langue ou quoi que ce soit. C'est juste pour dire au navigateur, est-ce que cet élément doit être traduit si l'outil de traduction est activé. Si on met non, à ce moment-là, il ne sera pas traduit. Ça peut être très utile si par exemple, vous faites un site en anglais avec dedans des exemples de code en anglais et que des gens viennent dessus et veulent le traduire en français. Bah, le fait de mettre no sur les exemples de code, ça évitera de traduire le code en français. Ce qui serait pas pertinent étant donné que les mots, enfin, les mots-clés ne seront plus les mêmes et le code ne fonctionnera pas. Voilà. Ça, ce sont tous les attributs globaux, donc tous ces attributs-là peuvent être utilisés sur n'importe quelle balise HTML.